Bonjour à tous, bienvenue au 9e webinaire d'Apsise. Effectivement, déjà 9, 8 ont été réalisés depuis 2021 où cette initiative a été lancée par l'interbailleur sur les attributions, sur les réhabilitations une seconde vie, sur le logement des personnes âgées, la construction des logements sociaux, la gestion de résidences par les bailleurs sociaux, la gestion de l'énergie. Vous retrouverez l'ensemble de ces webinaires en replay sur le site internet d'Apsise dont vous avez le lien dans le chat. Donc ce 9e webinaire se déroulera comme d'habitude. Vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre en direct. Sinon, nous y répondrons par la suite. Le logement social est un vrai débouché potentiel pour les innovations, qu'elles soient techniques ou sociales. Les bailleurs sont mobilisés de longue date sur ces sujets, notamment en Isère, et ont souvent des services innovation au sein même de leurs organisations. Elles ont noué des partenariats avec le monde de l'innovation technique, par le biais d'hackathons, de partenariats avec des startups, de liens tissés avec le tissu local, avec l'INRIA, des participations à des Idea Labs et celui de l'innovation sociale, avec une implication forte dans les quartiers politiques de la ville, des expérimentations, des liens directs avec de multiples associations partenaires, citoyennes ou environnementales, des accompagnements des dynamiques habitantes, etc. Plus récemment, Apsis a donné une dimension interbailleur à cette collaboration, démultipliant ainsi le potentiel de logement pour déployer des solutions innovantes. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui n'est pas de faire de grands discours sur l'innovation et les conditions de réussite, mais plutôt de montrer ses effets concrets à travers des exemples de mariage réussis, une innovation technique, en allant commencer par ça, qui c'est l'installation de radiateurs intelligents lancés, et puis nous verrons aussi un panel d'innovation sociale. Ces exemples montrent que l'innovation, ce ne sont pas que des coûts de communication, c'est aussi la réalité de nos organismes. Le contexte n'est pas le plus favorable aux locataires. Face à la grimpée du coût des énergies, face à l'urgence climatique, on peut subir ou innover. Les bailleurs sociaux, eux, avaient anticipé et ont conjugué le challenge au futur en choisissant une jeune entreprise grenobloise, Lancée Energy Storage, pour équiper les foyers de radiateurs électriques intelligents. L'objectif principal, c'est de faire des gains en termes de chauffage, gains énergétiques et puis également optimiser ce qui existe, à savoir sur un chauffage électrique, l'utilisation des heures creuses et des heures pleines. C'était trouver aussi pour nos bailleurs des solutions simples. Quand on doit changer des radiateurs électriques, en l'occurrence, c'est assez simple et ça nous permettait de ne pas aller sur une solution de changement d'énergie ou solution radicale avec changement du mode de chauffage. Pratique, éthique, esthétique, un peu de risque aussi. Les bailleurs le savaient, tout était à construire avec une marge d'incertitude. La solution allait gagner en performance avec l'échange et l'expérience. Pendant 4 ans, on a fait un partenariat avec nos locataires et Lancé pour co-élaborer des radiateurs. Comme on était sur un prototype, il y avait des allers-retours assez fluides avec les locataires et avec le personnel du bailleur. Il y a eu plusieurs mises à jour nécessaires, on a eu des bugs, il a dû remplacer certains appareils, donc on ne prétend pas que tout a été parfait et tout de suite. Mais grâce à la SDH et EDF qui a accompagné le partenariat, on a pu vraiment, je crois, être présent. Et progressivement, 330 appareils de première génération de Lancé ont été installés au Simiane. Grâce à un groupe de locataires soumis à un questionnaire, l'entreprise a pu tester son efficacité avant d'améliorer ses performances. On a demandé si on pouvait avoir les consommations d'énergie avant l'installation de Lancé, puis ensuite on a mesuré ce qui se passait après. Et on a pu mesurer une baisse de la consommation d'énergie de 34% en moyenne. Avec des fortes baisses pour certains logements, d'autres logements on a moins observé de baisse, donc il y a toujours évidemment une dispersion des résultats. Mais la démarche a été une vraie réussite pour chacun des partenaires. Lancé s'est développé, industrialisé, toujours dans un périmètre local. Les appareils sont désormais équipés de batteries de stockage. L'entreprise prépare l'avenir toujours en étroite collaboration avec les bailleurs pour plus d'économies et moins d'impact.
Le travail avec Lancé, c'est d'imaginer la suite et de dire, pour être encore plus performant, est-ce qu'on peut ensuite coupler ces radiateurs à des panneaux solaires et vraiment aller sur les solutions actuelles d'autoconsommation, par exemple, pour optimiser encore plus et exploiter encore plus le caractère innovant de ces radiateurs qui consiste à être équipés de batteries et à pouvoir stocker l'énergie quand elle est produite par des panneaux solaires ou quand elle est moins chère en heure creuse. Les bailleurs sociaux, on leur doit presque tout. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que ça a été nos premiers partenaires qui nous ont fait confiance. C'est vraiment, on peut dire ici, que Lancé a changé d'échelle et fait d'un concept une réalité concrète. Et savoir où on va, c'est savoir d'où on vient. Fort de ce partenariat unique et durable, Lancé et les bailleurs peuvent sereinement prendre le train de la transition. Bonjour à tous. Donc pour compléter ce petit documentaire que vous venez de regarder, c'est toute cette collaboration avec Lancé s'est fait, vraiment au tout début de la création de cette start-up, en 2016. Il a fallu mettre en place une convention et la mise en place de quelques prototypes dans des logements, donc une résidence à Renage et une résidence à Saint-Guillaume. Cette première pause, donc vous pouvez voir la première illustration avec un prototype, a permis, de pousser l'expérimentation sur, 7 logements sur une autre résidence à Revel, où là, on a installé plus de 42 radiateurs, ce qui était assez conséquent. Donc avec des radiateurs de série, mais sans batterie pour cette première expérimentation aussi. Une fois les radiateurs posés, il a fallu faire l'analyse de ces radiateurs, leur consommation, l'évolution des courbes de consommation de ces radiateurs. Donc pendant 2 saisons de chauffe, nous avons fait ces analyses et grâce à une convention tripartite qui a été posée, entre le locataire, l'ANSES et le bailleur, on a pu obtenir la collecte des données puisqu'il y a une la RGPD, nous autorise une fois que la convention est signée. Cette première courbe, présentait, les les co les consommations du radiateur, heu, les consommations du radiateur et puis la deuxième courbe présentait, l'évolution des consommations, la deuxième année, une fois que le radiateur était intelligent, était en fonctionnement. Les points positifs, de cette expérimentation, c'était vraiment le souhait, d'avoir une meilleure connaissance de son chauffage. Chaque locataire pouvait avoir accès à un portail et le propriétaire également pouvait avoir accès à ces données. Le ressenti au niveau de ces radiateurs, c'était des bonnes sensations de confort qui étaient remontées des locataires. Ils étaient, oui, également éligibles à des certificats d'économie d'énergie, ce qui n'est pas, le cas avec des radiateurs, électriques classiques. Et enfin, le point positif également, c'était, cette journée d'entreprise était vraiment disponible, précurseur dans ses idées, ce qui a permis vraiment de faire remonter les idées du bailleur auprès de cette start-up pour qu'elle développe son produit. Au niveau des points un peu plus négatifs, ou à améliorer, on va dire, certains doutaient, oui, de l'efficacité de ce radiateur puisque, la facture, malheureusement, augmentant, les prix augmentent de l'électricité, mais même si les consommations ont diminué. L'expérimentation pour nous bailleurs a été un petit peu tronquée parce qu'on aurait aimé avoir, des retours sur les batteries, ce qui n'a pas pu être le cas. Et les radiateurs qui étaient posés, on n'avait qu'un seul modèle de série qui existait avec une même puissance installée dans toutes les pièces, donc ce qui pouvait pouvoir générer de l'inconfort dans certaines pièces. Et également ce qu'on constate, mais ça c'est un peu dans tous les projets innovants, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. On augmente le confort qui peut être au détriment aussi de la consommation qu'on rencontre sur nos résidences. D'un point de vue, innovation, ce qu'on retient quand même, c'était une démarche locale avec une entreprise, vraiment du terroir, une entreprise disponible, réactive, lancée, même sans ses batteries a réussi où beaucoup, d'entreprises qui se lançaient dans les objets connectés dans les années 2000 présentaient beaucoup de faiblesses. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais Lancée était vraiment précurseur sur cette partie-là à l'époque. Heu
qu'on peut dire également, c'est que nous avons été, vraiment un terrain d'expérimentation pour lancer. On a mis à disposition, nos logements pour cette entreprise, pour qu'elle fasse, des résultats et qu'il y ait un enseignement partagé entre le bailleur et la start-up qu'on a pu, tirer. Côté SDH, la première expérimentation avec Lancé s'est faite sur le site des Simiane. Donc, ce sont les logements qui ont été vus justement dans le petit reportage qui vient d'être diffusé. On était sur 56 logements répartis en 12 bâtiments. Donc, on a installé plus de 300 radiateurs. Et l'installation s'est faite de 2018 à 2019. Donc, ça s'est terminé en juin 2019. À noter que c'était pendant la période de chauffe. Alors, sur cette opération, on était avec Lancé sur la première génération de radiateurs, donc des radiateurs avec justement ces fameuses batteries de stockage. Comme toute innovation, donc il y a eu le volet très expérimental qui a nécessité beaucoup d'échanges avec l'installateur, avec Lancé et des ajustements en cours de route. Il faut rappeler que nos bailleurs, on travaille en site occupé, donc avec les locataires en place, c'est toute la complexité. Donc il a fallu corriger, comme ça a été dit, certains bugs. Il a fallu aussi adapter et améliorer les choses au fur et à mesure. Donc, il y a eu par exemple l'intégration du mode éco, c'est-à-dire permettre une diminution automatique des températures en cas d'absence des locataires. Et puis, surtout, ce qui a été fait pendant cette expérimentation, c'est la fameuse activation du report des heures creuses et des heures pleines, justement pour utiliser les batteries et stocker l'électricité en heures creuses pour la restituer en heures pleines. Sur cette première expérimentation, donc 56 logements, on a pu avoir un retour d'expérience sur 19 logements qui ont pu être suivis et étudiés au niveau des consommations. Donc, si on raisonne en termes d'objectifs atteints, on a effectivement un gain qui a été calculé, un gain moyen de 34%, qui a été observé. Et comme ça a été dit dans le reportage, ça reste une moyenne. Ça a été assez différent d'un logement à l'autre. On note évidemment que les gains sont d'autant plus importants que les locataires utilisent ou utilisaient en tout cas avant leur radiateur électrique. Et ensuite, on a pu constater, c'était tout l'objet de l'expérimentation avec Lancé, le caractère effectif des batteries et du mode de charge et de décharge et le fait de profiter justement des heures creuses et de la programmation. Ça a pu être constaté parce on l'a mis en cours de route, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 2 mois sans ce mode heure creuse, heure pleine, et puis on a pu voir le gain effectif en cours de route une fois que ça a été mis en route. Euh, En termes de limites, alors on reste sur de l'expérimentation et ça reste assez compliqué d'avoir une vision vraiment exhaustive du avant et après pour les locataires, c'est-à-dire quelles étaient les températures de chauffe avant et quelles sont les températures de chauffe après travaux, étant donné qu'on est sur du chauffage individuel, ce sont les locataires qui maîtrisent cet aspect-là. On a l'aspect à souligner prise en main du radiateur et on a pu mesurer le fait qu'il y avait au moins un mois d'adaptation. Et les limites chez le bailleur qu'on peut souligner, c'est la nécessité d'accompagner les locataires, mais aussi sur le long terme, c'est-à-dire à la relocation, être en capacité d'expliquer les installations innovantes qui peuvent être dans les logements. Voilà. Et puis l'envie après d'aller plus loin et de se dire pourquoi avoir des batteries et de les utiliser uniquement pour le chauffage. Donc ça nous a amené à une deuxième expérimentation. Et cette deuxième expérimentation, donc, elle s'est faite sur 13 villas à Mins, la résidence Pré-Colombon. Et là, on a pu mettre en place la deuxième génération de radiateurs lancés
avec ce qui s'appelle des batteries bidirectionnelles, c'est-à-dire des batteries qui restituent l'électricité, mais pas seulement pour le chauffage, pour l'ensemble des consommations du logement. Voilà, donc la question qu'on s'est posée par la suite, c'est quelles sont les prochaines étapes à être lancées sur l'innovation? Et justement, on a à l'étude des opérations où on irait jusqu'à mettre des panneaux solaires pour pouvoir stocker l'électricité qui est produite par les panneaux. On a quand même, grâce à nos expérimentations, aussi pu échanger avec l'ANCE sur les freins qu'on peut avoir en tant que bailleur, notamment sur la maintenance des équipements, la durée de vie des batteries, la nécessité aussi d'avoir une connexion Wi-Fi. C'est pas strictement nécessaire et les radiateurs intelligents fonctionnent sans ça, mais pour aller plus loin, c'est intéressant d'avoir cette connexion Wi-Fi individuelle ou collective, mais c'est à prendre en compte. Et puis ensuite, travailler sur l'aspect valorisation de ces équipements dans les calculs thermiques. Et ça, c'est un travail aussi qu'on fait en lien avec l'ANCE et les bureaux d'études pour qu'ils puissent prendre en compte correctement ces innovations dans leurs calculs thermiques. Donc effectivement, vous l'aurez compris, des liens étroits entre l'ANCE et les bailleurs sociaux depuis notre création en 2016. Donc, on remercie bien entendu Alpizer Habitat et les SDH qui ont été précurseurs et qui nous ont accompagnés à notre lancement dès le départ sur la mise en place de nos produits. Alors nous, qu'est-ce que ça nous a apporté ces différentes expérimentations? Vous l'avez vu, il y a eu plusieurs générations de produits. En réalité, ces différentes expérimentations nous ont permis de grandir, d'améliorer le produit. Donc, on a pu améliorer le produit sur les performances de chauffage, en modifiant nos algorithmes, en améliorant les performances, sur les performances des batteries également. Vous l'avez vu là sur la dernière génération qui a été installée à Minsk et qui est la génération actuelle d'appareils qu'on a industrialisés, les batteries sont bidirectionnelles, ce qui nous permet effectivement de se charger soit sur des heures creuses, soit sur du photovoltaïque et décharger l'énergie emmagasinée dans l'ensemble du logement. Ce qui améliore complètement le produit, car sous environnement photovoltaïque, en fait, c'est en été qu'on va le plus produire et c'est à ce moment-là donc que les batteries vont être le plus sollicitées parce qu'il y aura du surplus photovoltaïque à ce moment-là. Et c'est donc dans ce cadre-là que la batterie va avoir le plus d'utilité. Au-delà du Lancet Capella, donc ce radiateur à batterie, ces expérimentations avec les bailleurs sociaux nous ont permis de développer une offre complète autour de ce radiateur. Donc le radiateur à batterie reste au centre de notre technologie, mais on a pu apporter d'autres produits complémentaires, comme des radiateurs électriques sans batterie de différentes puissances. On le disait tout à l'heure, sur le radiateur à batterie, on a une taille, une puissance qui peut poser problème dans certaines pièces. On a besoin de radiateurs plus gros ou plus petits, des sèches-serviettes. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à une solution vraiment complète à apporter aux bailleurs et on vient changer l'ensemble du système de chauffage par un système intelligent. Donc, effectivement, la suite pour nous, c'est l'installation d'un système lancé avec du photovoltaïque parce qu'on pense que ça va dans le sens de la marche, effectivement. Le photovoltaïque va être de plus en plus prégnant. Et pour revenir sur la partie calcul thermique, calcul réglementaire, effectivement, le radiateur n'est pas forcément le plus avantagé dans tout ce qui est calcul réglementaire. En revanche, la partie photovoltaïque, elle va permettre d'améliorer l'étiquette énergétique. Et notre système, lui, va vraiment rendre le système photovoltaïque installé pertinent. Parce qu'un système photovoltaïque installé sans stockage, sans pilotage, va avoir un taux d'autoconsommation très faible. Et là, on a développé tout un système donc, qui va gérer le chauffage, potentiellement l'eau chaude sanitaire, etc., autour du photovoltaïque pour améliorer les performances du photovoltaïque. Au-delà de l'aspect produit, donc, alors sur les premières expérimentations pour Alpizer Habitat, je pense qu'on était 5 dans la société à Lancet. Pour l'expérimentation Simian, on devait être une dizaine. Donc, on a aussi évolué d'un point de vue
commercial, service après-vente, etc. Ces différentes expérimentations ont permis à la société de se développer. Et aujourd'hui, on est vraiment en capacité d'accompagner les bailleurs dans tout ce qui est dimensionnement. Donc aujourd'hui, sur un projet avec Lancet, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment accompagner le bailleur sur l'identification d'opérations où Lancet peut être intéressant. Ça peut être assez simple, hein, c'est remplacement de chauffage électrique, c'est là qu'on va avoir le plus de sens, possibilité de mettre du photovoltaïque, etc., etc. On va accompagner le bailleur dans l'identification d'opérations possibles avec nous et aussi dans le dimensionnement de la solution. Donc, on s'est doté à l'intérieur de Lancet d'une équipe capable de faire tout ce qui est dimensionnement thermique, donc de puissance de chauffage par appartement, par bâtiment, mais aussi tout ce qui est dimensionnement photovoltaïque et de stockage en face. Donc aujourd'hui, on arrive avec une proposition complète qui a du sens pour les bailleurs parce qu'on vient fortement réduire les consommations des locataires, notamment dans les cas où on va installer une solution complète, photovoltaïque plus solution complète, qu'on préconise aujourd'hui et qu'on essaye de mettre en avant. Et enfin, sur la partie projet, suivi de projet, comme je le disais, notre équipe a pu s'étoffer. Et donc aujourd'hui, on va jusqu'au bout avec les bailleurs, c'est-à-dire jusqu'à l'installation, où on va accompagner l'installateur sur la mise en service, sur la prise en main, jusqu'à la prise en main des habitants avec des formations possibles, etc. Merci à vous. Je vais passer la parole immédiatement à Romain Gentil, le président de French Tech in the Alps, pour qu'il réagisse à ce partenariat, qu'il nous dise un petit peu comment il perçoit ça. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir proposé d'intervenir. Je suis très content de pouvoir faire un retour par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Donc, le métier de la French Tech, c'est de travailler au développement de l'innovation sur le territoire. La French Tech et Apsys collaborent aujourd'hui dans le cadre d'un programme qui s'appelle Territoire et Solutions, qui vise à créer un espace d'expérimentation où un acteur public et une start-up peuvent se rencontrer, découvrir, expérimenter et enfin déployer des innovations utiles pour elles. Donc c'est un potentiel d'impact très fort, d'autant plus quand on parle d'un sujet comme le logement social. Je me permets de recontextualiser un petit peu pour resituer la situation actuelle. La mission de la French Tech, c'est d'être un tiers de confiance pour tout un territoire, en jouant à la fois le rôle de représentant des startups d'une part et en accompagnant ces startups dans leur quotidien de l'autre. Concrètement, on agit sur le terrain pour soutenir l'émergence de nouvelles startups par le financement ou la mise à disposition de moyens, leur permettre de donner vie à leurs initiatives en s'appuyant sur les acteurs de l'écosystème de la création et en les aidant à naviguer ce même écosystème en facilitant les rencontres. Troisième point, favoriser la montée en compétences des dirigeants ou des équipes par la formation de recrutement. Et enfin, en montant des programmes pour leur permettre tout simplement de se développer par l'identification de nouvelles opportunités, de mettre en application et commercialiser leurs solutions, donc, notamment avec l'accès à de nouveaux marchés. Territoire Solutions a été construit exactement dans cette optique et comprend 3 phases. La phase d'idéation, donc aider les structures comme Apsys, donc les bailleurs sociaux, à bien identifier, qualifier, prioriser leurs problématiques. Le sourcing, donc construire un cahier des charges avec la structure pour identifier au sein de l'écosystème le plus proche possible des startups en capacité de proposer des solutions adressant les problématiques en question, notamment en les mettant en lien, en provoquant des échanges. Et enfin, la phase la plus importante, le clou du spectacle, c'est apporter de la méthode pour accompagner, coordonner les parties prenantes dans la mise en place d'une expérimentation, donc tester et évaluer notamment une application. Donc la French Tech et Apsys collaborent dans le cadre de ce programme. La phase d'idéation a permis notamment d'identifier 3 grandes thématiques sur lesquelles on collabore. Donc c'est le développement de l'autoconsommation collective, le confort d'été et la gestion de l'humidification dans les bâtiments. La phase sourcing a, elle, permis d'identifier différents acteurs technologiques pouvant adresser ces problématiques. Je peux en citer 3.
Lancet n'est pas une collaboration qui a émergé de Territoire Solutions, mais en revanche, ça fait parfaitement écho avec ce qui est fait aujourd'hui. Donc, sur le sourcing par rapport aux problématiques que j'ai évoquées, qui ont été travaillées avec Capsys, on a pu notamment identifier une société comme Sylphen Technologies qui produit et permet de stocker de l'énergie locale et renouvelable pour les bâtiments. On a une PME technologique qui s'appelle Satab qui développe, par exemple, des solutions textiles innovantes pour permettre la détection de fuites d'eau, ou encore une start-up grenobloise qui s'appelle Kaeli Energy, qui développe des solutions de refroidissement écologique et économique. Donc tout ça, ça se produit sur le temps long. Il y a différents niveaux d'avancement selon les phases dans lesquelles on se trouve. Si je fais un petit focus sur Kaeli Energy, qui en est au niveau de l'expérimentation, leurs modules, qui sont des climatiseurs bas carbone, donc qui consomment peu d'énergie et qui sont sans fluide frigorigène, qui est un élément assez polluant qu'on va retrouver dans les dispositifs refroidissants. Donc ces climatiseurs sont en cours d'installation, par exemple, à Saint-Martin-d'Hères. Voilà, donc pour conclure, je pense que ce que montre l'expérience avec Lancet, qui date un petit peu, c'est que les bailleurs sociaux n'ont clairement pas attendu la French Tech pour innover de façon extrêmement concrète pour leurs usagers. Aujourd'hui, ce que nous, on espère pouvoir accomplir, c'est renforcer cette dynamique, diversifier les problématiques adressées et accélérer. Nous savons, de notre côté en tout cas, à quel point innover dans des grosses structures, notamment publiques, peut être complexe et ambitieux. Ça l'est d'autant plus quand ces structures sont des mises en commun, en fait, des collaborations comme Apsys peut l'être, donc qui réunissent des bailleurs sociaux entre elles. Voilà, avec la French Tech, c'est que le début, mais je peux que vous féliciter de cette démarche et d'autant plus qu'à l'heure où le logement est sur les lèvres de toutes les politiques, tous les politiques, pardon, nous sommes heureux et notamment moi à titre personnel et fier de cette collaboration qui nous permet d'impacter très positivement, je pense, la société au sens large. Voilà, merci beaucoup. Merci Romain Gentil pour votre intervention. Effectivement, nous aussi, on est très heureux de cette collaboration. En même temps, l'innovation technique, elle est plus facilement valorisable et plus facilement, parce qu'elle est peut-être un peu plus communicante. Mais les bailleurs sociaux sont attachés historiquement à l'innovation sociale. C'est dans l'ADN depuis leur naissance. Est-ce que les sociétés HBM, le crédit immobilier, sont-elles pas les plus belles innovations sociales, en tout cas les plus fortes de la fin du 19e siècle? Pour montrer le foisonnement des expériences en termes d'innovation sociale actuelle, nous vous proposons tout d'abord un petit reportage sur le rôle des bailleurs sociaux dans l'agriculture urbaine. Quelques planches, un peu d'huile de coude, beaucoup de plaisir. À coup sûr, la cohésion prend racine au pied du Mayflower, cette résidence bien nommée qui voit fleurir un jardin participatif, une idée qui avait germé dans la tête d'un groupe d'habitants. On a lancé l'idée un peu comme ça en se disant bon, ça se fera jamais. Et à ma très grande surprise, il y a quelques temps, nous avons eu donc les flyers nous informant que ce chantier avait lieu. Donc très heureuse. D'autant plus heureuse que le bailleur social Actis a poussé pour voir les choses en grand. Des jardinières classiques, d'autres adaptées aux personnes à mobilité réduite et même des bacs pour les enfants. Une palissade en bambou pour protéger agréablement le site. Des fruits, des légumes, des plantes aromatiques répulsives envers les nuisibles, des fleurs d'ornement et pollinisatrices, un hôtel à insectes. Et plus qu'un projet d'agriculture urbaine, le jardin déploie les vertus de cohésion, génère du lien et des connaissances. On apprend aux gens à bricoler, pour ceux qui n'ont jamais utilisé une visseuse par exemple, ou une agrafeuse. Et oui, le projet c'est aussi que les gens se renforcent et qu'ensuite ils puissent reproduire chez eux, faire une petite jardinière, faire un meuble, ça marche. Les gens sont très contents. Oui. Et le bailleur lui-même met la main à la pâte, comme pour poser un point sur le montage du projet travaillé pendant de longs mois. Mais la démarche est chère à Actis, au point de dédier un service à l'accompagnement des chantiers. Ça fait un peu partie
du cœur d'activité maintenant d'un bailleur social. Oui, on loue des logements, mais on essaie d'accompagner aussi les dynamiques habitantes pour faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible dans leur logement, dans leur partie commune. Et donc c'est un chantier parmi d'autres aujourd'hui. On ne dit pas oui à tout, mais on essaye au maximum d'accompagner quand des groupes d'habitants nous font remonter des envies communes. Et parfois, il faut descendre en sous-sol pour voir les projets des bailleurs pousser comme des champignons. C'est là, dans un parking abandonné de Saint-Martin-d'Air, que la jeune entreprise innovante Champiloup a installé sa nouvelle champignonnière. Mais en l'absence de local de bureau, Alpizer Habitat a dressé des murs pour favoriser l'installation de l'administration au plus près de l'activité. Avant, on avait notre champignonnière à Hébin et des bureaux plus vers la Belle Électrique. Et du coup, c'était très lointain. Donc, c'était plus difficile de communiquer entre la production et l'administratif. Et Alpizer Habitat nous a proposé donc de réhabiliter un ancien local pour qu'on implante nos bureaux là-bas, tout simplement. Travailler avec une entreprise solidaire, c'était pour nous aussi quelque chose d'intéressant à développer, surtout sur ce quartier prioritaire Renaudie, La Plaine et Chamberton. Il y avait un vrai enjeu pour Alpizer Habitat. La mixité, pour nous en tous les cas, elle ne se fait pas qu'avec l'habitat, elle se fait avec les activités. Et créer cette structure partenariale, puisque la commune est avec nous sur cet enjeu-là, ça a été une vraie force de Champiloup pour pouvoir sortir cette réalisation. Et si le paysage urbain s'apaise et se transforme au rythme de la nature, on se plaît à croire que les bailleurs sociaux auront semé les graines de ce grand jardin en ville. Nous allons donc voir qu'il y a foisonnement d'idées et d'expériences en matière d'innovation sociale et nous avons donc fait le choix que vous soient présentés 3 exemples concrets qui vont vous être pitchés par des binômes qui vont se présenter en début de leur intervention. Et donc, vous allez voir ce qui nous tient à cœur, à savoir que pour les bailleurs, nous offrons un peu plus qu'un service locatif. Bonjour, donc nous attaquons. Gaëlle Contant, je suis la responsable du service innovation sociale et développement territorial chez Actis. Et Anaëlle, je te laisse te présenter. Bonjour Anaëlle Dupoirier, responsable du service innovation chez Alpizer Habitat. Avant de vous faire part de sujets précis et de thématiques précises, de vous donner d'autres exemples, on souhaitait quand même vous rendre compte de la manière dont ces services se produisaient, parce que c'est avant tout une démarche qui s'appuie sur un process et notre méthodologie s'appuie d'abord sur repérer des besoins. Donc en fait, en ça, par exemple, enfin on vous donne un exemple, par exemple, imaginons qu'on souhaite augmenter le nombre de locataires qui utilisent les services en ligne. Donc ensuite, nous travaillons à un diagnostic. Pourquoi certaines d'entre elles ne le font pas, malgré les campagnes de communication. Et à ce moment-là, nous mettons en lumière les conséquences de la fracture numérique. Et donc, on repère que c'est un objet de recherche et on peut s'appuyer dessus. Ensuite, souvent, nous recherchons des porteurs de solutions. Ils sont souvent issus du tissu local de l'économie sociale et solidaire et nous travaillons à nouer des partenariats avec les organisations œuvrant dans ces champs de compétences. On prend un exemple sur la médiation numérique, ça serait Emmaüs Connect ou Adéquation ou le PIMS. Ensuite, nous expérimentons des solutions et si les évaluations s'avèrent concluantes, et à ce moment-là, nous les déployons. Dans ce process, l'environnement au sens large joue vraiment un rôle prédominant. Donc d'abord en matière d'analyse du contexte et des enjeux, c'est ce qui nous permet d'anticiper les besoins, mais aussi comme ressource pour répondre à ces enjeux. Donc c'est les partenariats avec les acteurs locaux et c'est le lien avec le territoire. Je vous donne un exemple, les enjeux et donc les solutions seront différentes s'il s'agit de proposer une médiation numérique pour des habitants d'un territoire rural pour lequel aucune solution accessible n'est déjà déployée par le tissu associatif local, ou bien un territoire urbain qui possèdent déjà une offre de service. Vous l'avez compris, les organismes mettent donc en place des services qui sont complémentaires, qui sont optionnels, qui sont gratuits et qui doivent répondre aux besoins des locataires. Ils doivent être vecteurs de progrès, d'économie ou de gain en termes de confort. Ils améliorent bien sûr la qualité de vie, la satisfaction client et il y a un enjeu pour faciliter les inclusions au sens large. Ces services sont à la fois très variés dans les thématiques abordées, mais aussi dans les formes proposées, que ce soit des services qui sont portés par les équipes des bailleurs directement ou par des partenaires, des acteurs locaux, qui sont proposés à l'ensemble des locataires ou à des publics spécifiques ciblés comme les seniors par exemple, qu'il s'agisse d'interventions individuelles sur mesure ou plus collectives.
avec un accès en autonomie directement par les locataires ou plutôt accompagnés par des salariés. Tous les formats existent et sont possibles pour répondre au mieux à la situation et aux besoins. Pour donner quelques exemples concrets, on peut citer des services qui sont directement liés au logement, comme les services d'assurance habitation, de comparateurs de contrats, les sensibilisations aux éco-gestes, que ce soit lié plutôt à la vie quotidienne, autour de l'alimentation, autour de la question des loisirs, de l'accès au sport, de l'accès à la culture. Comme ça a été cité par Gaëlle, l'accès au numérique, bien sûr, qui est un sujet, prégnant, qui peut être travaillé, par les différents bailleurs via des formations collectives, via des partenariats avec des acteurs locaux ou encore des accompagnements qui sont complètement individuels sur mesure à domicile. Il y a donc aujourd'hui déjà de multiples services qui sont en place et surtout de nombreuses possibilités à imaginer pour accompagner et répondre aux besoins de demain. Je suis Lucie Alex Billot, coordinatrice en Isère pour les Compagnons Bâtisseurs. Peut-être que Anne-Sophie, je vais te laisser te présenter avant qu'on présente le projet. Et Anne-Sophie Doré, je suis directrice du service innovation sociale et appui à la proximité à la SDH. Alors, peut-être juste vous dire 2 mots sur l'association, sur les Compagnons Bâtisseurs avant de vous parler plus concrètement de l'action. Donc nous sommes une association présente en Isère depuis 2022 et on accompagne des personnes en situation de précarité à réaliser des travaux, de rénovation de leur logement, avec l'idée que la personne se mobilise. Elle est au cœur de tout son projet, y compris, de la phase travaux du chantier. C'est ce qu'on appelle, chez nous l'auto-rénovation accompagnée, c'est au cœur de notre action et puis ça permet donc à la personne, d'améliorer son habitat, tout en renforçant son pouvoir d'agir. Donc, l'action d'auto-rénovation accompagnée, elle est conduite sur un territoire d'expérimentation qui est celui du territoire zéro chômeur longue durée à Échirolles et elle existe grâce à un partenariat resserré autour du projet avec les bailleurs AIH et SDH, les acteurs du territoire zéro chômeur longue durée et les compagnons bâtisseurs. Et le succès de ce projet tient en grande partie à ce groupe d'acteurs qui a été dynamique et motivé pour trouver le format qui réponde aux enjeux de chacun et qui permet ainsi à l'action de trouver son sens et son utilité dans le territoire et auprès des publics cibles. Donc, juste pour rappeler, le territoire zéro chômeur longue durée, donc c'est le secteur ouest de la ville d'Échirolles qui a été labellisé territoire zéro chômeur longue durée par l'État en 2022 et qui regroupe la Luire et Viscose pour SDH et AIH et qui regroupe du coup plus de 1000 logements sociaux. Et donc, depuis un peu plus d'1 an, on porte avec Soléo, qui est, l'entreprise à but d'emploi issue de la labellisation, territoire zéro chômeur dont parlait Anne-Sophie. On porte cette action d'auto-rénovation qu'on appelle nous, atelier de quartier et qui propose de répondre à un double enjeu sur le territoire. D'abord, d'aider les locataires du quartier à faire des travaux d'entretien chez eux et améliorer leur confort et puis ensuite d'accompagner en même temps le retour à l'emploi de plusieurs salariés de Soléo en les formant aux techniques de rénovation et de bricolage. Concrètement, du coup, notre action, notre atelier de quartier, c'est déjà un lieu ressource autour du bricolage, qui est situé en cœur de quartier, qu'on appelle Outitech. Mais c'est aussi une action plus globale avec différents types d'activités comme, des chantiers, chez et avec les locataires, mais aussi, tout un tas d'animations et d'ateliers, collectifs qui ont lieu dans le quartier ou à l'Outitech. Et vous pouvez voir quelques photos de ces activités, sur, la slide. Et l'innovation, la valeur ajoutée de cette action, par rapport à un atelier de quartier plus classique des compagnons bâtisseurs, ça vient aussi du fait que toutes ces activités, elles sont mises en œuvre par une équipe mixte, qui est donc composée d'animateurs des compagnons bâtisseurs, qui en fait accueillent et forment sur le terrain chaque jour les salariés de Soléo pour, les aider à monter en compétences, à s'autonomiser, avec même l'idée qu'à terme, ils puissent aussi à leur tour, encadrer des activités. Donc le projet, il s'est complètement inscrit dans le processus d'innovation qui a été présenté précédemment par Gaëlle et Anaëlle. Les besoins ont émergé des acteurs du territoire et nous avons expérimenté la démarche grâce à un atelier de préfiguration en 2021 sur le secteur de la Luire pour tester nos méthodes d'intervention, les valider et valider le fait qu'on déploie le projet à grande échelle et c'est ce que l'on fait depuis l'année 2022. Voilà et peut-être juste pour conclure, dire que pour nous, pour, les acteurs du projet, cette innovation, c'est finalement un partenariat qu'on dit triplement malin ou triplement gagnant. D'abord pour les habitants puisque, ils sont aidés à entretenir leur logement. Ensuite pour les salariés de Soléo qui apprennent, en faisant et qui se forment tout en étant utiles à leur territoire. Et puis enfin pour les bailleurs sociaux
qui voient des locataires plus sensibilisés aux enjeux d'entretien de leur logement. Et puis, pour les bailleurs toujours, qui participent, de par cette expérience, à toute la dynamique d'un territoire. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Eric Aufort du service innovation de la SDH. Je vais vous présenter le loto de la SDH. Alors, en matière d'économie d'énergie, on parle toujours de chauffage et d'isolation, et c'est bien normal, mais il existe aussi un autre gisement facile à exploiter et rapide à mettre en œuvre qui concerne les consommations d'eau. En ces périodes de sécheresse, il serait pertinent, je pense, de se pencher là-dessus. Le constat que je fais au quotidien, c'est que les locataires ne connaissent pas vraiment leur consommation d'eau, le coût de l'énergie, le coût de l'eau froide, de l'eau chaude. Et du coup, le loto propose une approche ludique, low-tech, qui est basée sur la démarche Négawatt, efficacité et sobriété. Donc l'efficacité va permettre d'améliorer les équipements en posant des appareils hydroéconomes. Et puis la sobriété, eh bien, c'est la personne qui ouvre le robinet, qui le ferme. On travaille sur l'intermittence, sur la prise de conscience des consommations d'eau. Et les deux conjugués avec des missions en autonomie, avec des tutos vidéo pour aider et une hotline qui permet de débloquer certaines situations. En quelques semaines, ça permet de calculer son éco-gain, c'est-à-dire le potentiel d'économie qu'on peut réaliser en un an si on continue à mettre en œuvre ces gestes, ces éco-gestes. Et ça permet également de savoir précisément ce que l'on va gagner et du coup à augmenter la motivation. 100% des joueurs ont gagné. En moyenne, 20% sur la facture d'eau. Le loto de la SDH, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Et enfin, nous souhaitions vous proposer une seconde approche ludique pour toucher des publics un peu plus jeunes, pour évoquer avec eux les bonnes pratiques en matière de vie et d'entretien du logement. Nous avons développé un escape game. Un escape game, c'est un jeu un peu à la mode qui est pratiqué en équipe, où il est question de coopération. Il est question aussi d'utiliser sa logique, son sens de l'observation, son esprit de déduction pour répondre à des énigmes. Et ce jeu nous permet par exemple de sensibiliser au risque incendie. Par exemple, une énigme porte sur des règles d'utilisation des multiprises pour éviter les surchauffes électriques. Et donc, à la fin du jeu, les participants repartent avec un livret qui reprend l'ensemble des notions abordées. Pour que ça soit un peu plus parlant, je vous propose de découvrir le teaser du jeu. Eh les enfants, ça y est, c'est moi, ouvrez-moi! Merci beaucoup à tous nos intervenants. Moi, j'aime beaucoup les dernières séquences parce que le côté, on est là pour dépoussiérer aussi l'image des HLM. Ce côté où justement on serait des gens qui ne bougeraient pas, on serait des gens qui ne seraient pas drôles. Bah, la preuve est qu'on bouge beaucoup, tant au technique qu'au social, et qu'en plus, nos collaborateurs sont très drôles et ont des idées qui sont effectivement ludiques. Et je parlais des 2 dernières séquences, mais par exemple, les jardins partagés, c'est également une idée de ce type-là. Qu'est-ce qu'on fait pour le lien social? Et c'est pas des réunions plan-plan, c'est des choses réelles qui se passent en pied d'immeuble, c'est de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos locataires? Eh bien, on fait pas des choses vieillottes, on fait des radiateurs qui sont intelligents. On s'interroge sur comment on pourrait aider des startups à venir nous aider à aider nos locataires. Je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on est et de ce qu'on veut continuer à être.
Donc, je veux remercier tous les intervenants, collaborateurs de nos organismes HLM, mais également tous les personnels externes qui nous accompagnent. Sans eux, on ne ferait rien. Sans vous tous, on ne ferait rien. On a besoin de ces partenariats pour avancer et on ne vit pas sous une cloche quand on est dans un organisme HLM. On est en lien très fort avec nos territoires et avec les partenaires extérieurs qui peuvent nous accompagner. Donc, s'il y a des questions, elles seront traitées dans les jours qui viennent à partir de notre site. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous contacter sur le site d'Apsys. Vous avez tous les liens dans le chat. Et je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire le 7 novembre, également à 8h30, dans le cadre des rencontres d'un toit pour tous. Il s'intitulera « Logement social, un flux qui se tarit ». Vous verrez, ce sera aussi peut-être un peu moins gai, mais en tout cas, ce sera tout aussi instructif. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le questionnaire de satisfaction qui sera mis en lien en même temps par le modérateur. Ça nous aide aussi à évoluer et à voir l'avenir des webinaires d'Apsys. Merci encore de votre présence. À très bientôt. Au revoir.